Ça marche. Rebonjour, j'espère que vous avez toutes et tous bien déjeuné et on se retrouve dans cette salle pour la seconde partie de cette première journée dédiée aux revues culturelles à travers le monde et à travers les siècles, parce qu'on va faire un grand bond. On était au XVIIIe siècle dans la partie qui précédait le déjeuner et on va maintenant se retrouver dans la seconde moitié du XXe siècle avec une revue antillaise absolument centrale d'un côté, la revue Tropique, cofondée par Aimé et Suzanne Sauzer, et d'un autre côté avec une proposition un peu méthodologique sur la question comment en fait se pencher sur les revues culturelles panafricaines et tricontinentales pour lire l'histoire, pour en faire le récit aujourd'hui, tout en pensant la méthodologie de cette approche. Comme ce sont deux questions qui se chevauchent, se touchent, se fréquentent, mais ne se réduisent pas l'une à l'autre, j'aimerais bien vous proposer de faire ce panel en deux temps. Et c'est pour ça que dans un premier temps, on se retrouve sur cette table ronde tous les deux avec Dominique Berthet, qui nous vient de l'Université des Antilles en Martinique et qui va nous parler de la revue Tropique. Je ne vais pas plus nous attarder que ça. Je voulais juste, parce que ça me semble un peu un moment crucial qui parcourt un peu les discussions qu'on a dans différentes situations et auxquelles je tiens, revenir une seconde à cette notion de la culture qui va ressurgir dans le papier de Dominique. La culture comme un espace inventé, façonné, fabriqué par les revues, tout en pensant leur propre espace comme un moyen de refaire le monde. Et cette idée de ne pas parler d'une culture qui leur serait extérieure, mais de se comprendre comme des espaces de fabrication d'un certain type de pensée, qui est un type de pensée politique en lien avec une réalité extérieure qu'elles façonnent, dans lesquelles elles interviennent, avec lesquelles elles interagissent, me semble extrêmement important à soulever en entrée dans ce panel. Et du coup, j'aimerais bien juste reprendre la question rhétorique, de quelque sorte, que pose Rajat Neoji, intellectuel ougandais, au moment où il écrit dans le numéro 24 de la revue Transition, dont il sera question un peu plus tard, « Do magazines culture ?» Est-ce que les revues font la culture ? Et je pense que la journée d'aujourd'hui est moins là pour pouvoir répondre positivement à cette question que de dire en quelle mesure chacune entre elles fait la culture, ou fait plutôt les cultures au pluriel comme des pratiques en pratique, alors justement dans des espaces de fabrication, de contestation permanente. Sur ce, je cède la parole à Dominique Berthet pour les 20 minutes à venir. Merci beaucoup. Eh bien, je vais tout d'abord adresser mes remerciements à Zahia Rahmani pour avoir facilité ma présence parmi vous aujourd'hui. Et ma communication va donc porter sur la revue Tropique que j'ai intitulée « Laboratoire culturel et espace de résistance », ce qui me semble pouvoir ainsi correspondre à la thématique de ce colloque. Alors, première remarque, la revue Tropique est fondée en Martinique en 1941 dans un contexte pour le moins difficile, à une période où les échos, tout d'abord lointains de la Seconde Guerre mondiale, s'invitent concrètement dans le quotidien des habitants de la Martinique, qui est alors une colonie française, située, comme vous le savez, dans un archipel aux portes des Amériques. À l'origine de cette publication, 4 enseignants du lycée Schœlcher de Fort-de-France, Aimé Césaire, sa femme, Suzanne Roussy, René Ménil et
Aristide Mauger, qui par ailleurs était le beau-frère inséparable d'Aimé Césaire. Les deux premiers, donc Aimé et Suzanne Césaire, sont professeurs de lettres et les deux autres sont professeurs de philosophie. À ces 4 personnes s'ajoutent 2 autres, Georges Gracian, qui est avocat, et Lucie Thésée, qui est elle-même enseignante, mais dans le primaire. Et ces 2 personnes sont, quant à elles, des amies proches de René Ménil. Après leurs études à Paris, René Ménil revient en Martinique en 1935, et les 3 autres, c'est-à-dire Aimé, Suzanne Césaire et Aristide Mauger, reviennent en 1939, donc juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Alors, pour comprendre ce en quoi cette revue est un espace de résistance, eh bien, il faut dire 2 mots sur le contexte. Depuis 1939, l'amiral Robert est nommé haut commissaire pour les territoires français d'outre-mer de l'Atlantique Ouest. Et en juin 1940, eh bien, il prête serment au maréchal Pétain et il va appliquer avec zèle et d'une main de fer les lois de Vichy en Martinique. En France, le régime de Vichy prend les premières mesures anti-juives à l'automne 1940. La presse communiste est interdite depuis août 1939 et le Parti communiste est dissous en septembre 1939. Et en août 1940, une loi de Vichy interdit les sociétés secrètes visant principalement les francs-maçons. Si je prends soin de rappeler ceci pour ce qui est de la France, c'est qu'évidemment ça a des conséquences pour le contexte martiniquais. En Martinique, donc, les francs-maçons sont très nombreux et bien organisés. Ils sont, par exemple, présents à tous les niveaux de l'éducation nationale et on compte, parmi les enseignants du lycée Schœlcher, on en compte un certain nombre. D'autres sont aussi communistes, tels que René Ménil ou encore Gabriel Henry, qui lui était professeur d'anglais. Cela étant dit, ni les francs-maçons ni les communistes enseignant au lycée Schœlcher et d'ailleurs dans tout établissement n'affichent leur appartenance. Chacun reste très discret pour les raisons que vous pouvez imaginer. Et puis il y avait également un enseignant juif qui s'appelait Salansky, qui était professeur de mathématiques. Il fut tout d'abord, pour reprendre une formule d'usage de l'époque, il a subi une discrète surveillance avant d'être révoqué parce que juif une fois que cela a pu être prouvé. Et donc l'amiral Robert applique les consignes de Vichy en Martinique et il envoie les personnes suspectées d'être francs-maçons au Fort Napoléon, qui est transformé en prison et qui se trouve situé aux Saintes. C'est une île qui dépend de la Guadeloupe. Et certains enseignants du lycée Schœlcher sont suspectés et placés sous surveillance. Mais simplement placés sous surveillance. Ils ne sont pas arrêtés car si les autorités avaient dû effectivement arrêter tous les francs-maçons et les communistes, il n'y aurait quasiment pas eu et plus eu d'enseignants dans ce lycée. Donc, ils ont préféré simplement s'assurer qu'ils ne faisaient pas trop de grabuge. Et c'est donc dans ce milieu qu'évolue Aimé Césaire, qui lui n'est pas franc-maçon, qui n'est pas encore membre du Parti communiste, quoique les archives du Parti communiste français ont révélé qu'en réalité, en 1937, il était membre des jeunesses communistes de l'école normale. Bien, alors ceci lève un peu le voile sur Césaire, était-il ou pas communiste. Alors l'amiral Robert, donc, ainsi que je le disais, applique les consignes de Vichy en Martinique et par ailleurs, la Martinique, depuis déjà avant le déclenchement de cette Seconde Guerre mondiale, se trouve dans une misère qui est à la fois une misère économique, sociale et politique. Et je vais vous citer pour une première fois Aimé Césaire, puisque j'aurai l'occasion de le citer d'autres fois, qui dit « La Martinique vivait en vase clos, une malheureuse petite île coupée du monde. Nous n'avions pas de livres. À la Martinique, c'est incroyable,
mais il n'y avait pas un seul Mallarmé, par exemple. Nous ne recevions rien de France. Les librairies martiniquaises étaient extrêmement pauvres. Donc là, c'est simplement la dimension culturelle et la dimension économique allaient de pair. C'est donc dans ce contexte difficile où la Martinique manque de tout, où la population est surveillée par la police, mais elle est surveillée également par des mouchards, que Césaire décide d'agir et cherche un moyen de s'exprimer et met alors en place cette revue, la revue Tropique. Et pour cela, donc, il fait appel tout naturellement à ceux qui l'entourent, c'est-à-dire essentiellement à ses collègues de lycée. Alors précisons encore que pour bénéficier d'une autorisation à paraître, Tropique se présente comme une revue culturelle. Et comme le dit Césaire, je le cite une seconde fois, on ne pouvait rien faire d'autre. Il fallait être extrêmement prudent. N'oublions pas que nous étions soumis à la censure. Le culturel pouvait passer à la rigueur, à condition de faire très attention. Le papier, à cette époque, était rationné et de piètre qualité. Et pour en obtenir, il fallait avoir l'autorisation du service de l'information, dont le chef était le lieutenant de vaisseau Bayle. Et tout ce qui était publié devait être préalablement visé par ce militaire. Ce qui revient à dire que pour avoir du papier, il fallait montrer de bonnes dispositions à l'égard des autorités en place, ou du moins ne pas exprimer d'opposition politique vis-à-vis de ce que réalisait l'amiral Robert. Et c'est Suzanne Césaire qui apportait systématiquement au service de censure les articles avant que la revue ne paraisse. La question se pose alors de savoir quel était le contenu de cette revue qui a obtenu l'autorisation de paraître jusqu'en février 1943. Aimé Césaire et ses collègues choisissent des thèmes et des modes de discours qui n'étaient pas identifiables comme étant critiques vis-à-vis du régime. Le premier numéro, paru en avril 1941, rassemble par exemple des poèmes d'Aimé Césaire, de Charles Péguy. Un autre article porte sur la culture et la poésie martiniquaise, un autre sur la poésie de Mallarmé, encore un autre sur le parcours et les écrits d'un ethnologue et archéologue allemand qui s'appelait Léo Frobenius. Et effectivement, rien dans ces poèmes et dans ces réflexions, a priori, ne laissait supposer un projet à portée subversive. Pourtant, à l'évidence, ce militaire, qui était donc à la tête du service de censure, ou bien ne savait pas interpréter les métaphores, ou bien n'était pas sensible aux subtilités de la poésie, ou peut-être les deux à la fois, c'est probable. En effet, en ouverture du premier volume, Aimé Césaire, en guise d'éditorial, publiait un texte d'une très grande force, dont je vous cite quelques fragments parce que je ne peux pas m'en empêcher tellement c'est beau. Je cite : « Terre muette et stérile, c'est de la nôtre que je parle. Point de ville, point d'art, point de poésie, pas un germe, pas une pousse. Ou bien la lèpre hideuse des contrefaçons. Mais il n'est plus temps de parasiter le monde, c'est de le sauver qu'il s'agit. Il est temps de se ceindre les reins comme un vaillant homme. Où que nous regardions, l'ombre gagne. L'un après l'autre, les foyers s'éteignent. Le cercle de l'ombre se resserre parmi des cris d'hommes et des hurlements de fauves. Pourtant, nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Nous savons que le salut du monde dépend de nous aussi. » Ce passage introduit ce qui sera l'esprit de cette revue et révèle au lecteur attentif un projet qui est à la fois poétique et existentiel, qui est à la fois culturel et politique. En des termes clairs, quand on sait lire, Aimé Césaire exhorte l'homme à l'action afin qu'il modifie son destin et participe au concert du monde. Il s'agit bien là d'une prise de position doublée d'une déclaration d'intention. D'ailleurs, André Breton, sur La route de l'exil,
qui arrive en Martinique le 24 avril 1941, c'est-à-dire quelques jours seulement après la sortie de ce premier numéro, ne s'était pas trompé sur la teneur de ce texte lorsqu'il découvrit ce volume, par hasard, dans la vitrine d'une mercerie. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous raconter l'histoire. Peut-être que s'il y a une question tout à l'heure, je pourrai y répondre. Le second numéro, paru en juillet 1941, n'attira pas plus l'attention des autorités. Et Aristide Mauger, René Ménil y parlait de poésie. Aimé Césaire publiait des fragments de poèmes, parlait de la poésie de nègres américains, suivi de poèmes de 3 auteurs américains. Et puis Suzanne Césaire, quant à elle, parlait de l'esthétique du philosophe français Alain. En fin de volume, quelques pages étaient consacrées à la pratique de l'hindouisme, à la végétation des Antilles françaises et, fait important, au passage en Martinique d'André Breton, d'André Masson, peintre surréaliste arrivé la semaine après André Breton, et le peintre cubain Wilfredo Lam. Plusieurs textes de ce numéro font également référence au surréalisme et à André Breton en personne, ce qui en soi marquait de manière évidente un positionnement, puisque André Breton avait été considéré comme persona non grata lorsqu'il est arrivé en Martinique et qu'il avait été placé en internement dès l'instant où il avait posé les pieds sur le sol martiniquais. Donc comment ne pas s'étonner qu'on fasse une telle éloge du surréalisme et d'André Breton, mais ça n'effleure pas l'esprit de ce militaire. Le troisième numéro, paru en octobre 1941, renforçait davantage la présence d'André Breton et du surréalisme dans les pages de cette revue. René Ménil publiait un article sur l'introduction au merveilleux, figuraient également des poèmes de différentes personnes, parmi lesquelles André Breton et Suzanne Césaire, qui vouait une très très grande admiration à André Breton, eh bien, consacrait un article d'hommage à ce poète. Et puis, il y avait également un article sur Maeterlinck et le merveilleux. Quand on sait le rôle joué par le merveilleux dans le surréalisme, on comprend bien que quasiment tout le volume était consacré au surréalisme, ou bien parce que l'on parlait du surréalisme, ou bien parce que l'on parlait de concepts liés au surréalisme. Et en fin de volume, René Ménil donc consacrait un article intitulé « L'action foudroyante ». Il décrivait le poète sous la figure du magicien, le magicien des énergies humaines, et il en appelait au bouleversement de la vie sociale. On ne peut pas être plus clair. Donc une lecture attentive de ce texte et de ce volume, en général, aurait pu attirer l'attention, mais non. Donc il s'agissait de donner une voix à la critique et à l'espoir, mais une voix subtile, une voix souterraine, passant par des propos allusifs, éventuellement abstraits. René Ménil expliquait la chose ainsi, je le cite, « La censure préalable a produit dans ces textes des effets de style et de pensée que la lecture instruite doit pouvoir identifier. Il fallait pouvoir lire entre les lignes, remplir le blanc et les silences, interpréter les symboles, les ellipses, les antiphrases. Ces différentes figures de rhétorique, en des lieux déterminés des textes, étaient destinées, dans le contexte politique du moment, avec un clin d'œil en direction du lecteur antillais, à exprimer la pensée des écrivains, tout en la masquant aux yeux des autorités de Vichy. À la censure des autorités, ajoute René Ménil, il y avait également une autocensure des auteurs. Censure préventive, dit-il, constante de la communauté et de l'individu, agissant à l'insu des écrivains, donc les écrivains, c'est ceux qui écrivent naturellement, et pesant sur l'écriture de tout le poids de l'inconscient. De son côté, Armand Nicolas, alors je vous dirai dans un instant tout à l'heure qui était Armand Nicolas, de son côté, Armand Nicolas témoigne, lui qui était élève de Césaire à cette époque, il dit ceci. «
Les autorités, au début, ne s'inquiètent pas. La plupart des gens n'y comprennent rien. Il y a beaucoup de poèmes, les gens ne s'intéressent pas à la poésie. Césaire le dit également à sa façon, je le cite, « On a eu beaucoup de ricanements. Cela leur paraissait invraisemblable, obscur, ténébreux, prétentieux. Quoi qu'il en soit, même s'il y a des sous-entendus, les autorités laissent dire et faire dans un premier temps. Ils observent cela avec un regard complaisant, considérant ces poèmes et ces textes comme tout à fait inoffensifs. En réalité, certains de ces textes dénoncent, mais ils nomment pas ceux qu'elles dénoncent, ou qu'ils dénoncent. Progressivement, le contenu de la revue évolue et le 4e numéro fait une place importante au folklore martiniquais, aux contes créoles, naturellement à la poésie. On trouve même un texte de Pierre Mabille. Pierre Mabille, c'était un ami des surréalistes qui était médecin et que l'on retrouve en 1941 médecin à Basse-Terre en Guadeloupe. Et le texte de Pierre Mabille porte sur le royaume du merveilleux. C'est le passage d'un de ses livres qui s'intitule Le miroir du merveilleux. Et puis, Suzanne Césaire, quant à elle, s'insurge contre le regard colonial porté sur les paysages martiniquais et conclut son texte par ces mots, je cite, « La poésie martiniquaise sera cannibale ou ne sera pas ». Aimé Césaire explique que le projet, au travers de cette revue, était de compenser un vide culturel. Je le cite. Nous voulions que cette revue soit un instrument qui permette à la Martinique de se recentrer. Nous nous étions aperçus qu'il n'y avait rien dans ce domaine. Alors nous avons décidé d'étudier systématiquement la faune, la flore, etc. Même un régime très répressif ne peut vous empêcher de faire cela. Nous pensions qu'un tel programme serait de nature à aider les Martiniquais à acquérir une conscience d'eux-mêmes. Aussi, ont été sollicitées des personnes qui n'étaient pas enseignantes et qui n'étaient pas non plus dans la mouvance surréaliste. Césaire dit encore « Pour ces articles, nous nous sommes adressés aux gens que nous avions sous la main, qui n'étaient pas surréalistes du tout. » Fin de citation. Parmi eux, j'ai retrouvé quelques personnes. Alors, parmi eux, Henri Stellé, qui était ingénieur d'agronomie coloniale, qui était chef intérimaire du service de l'agriculture des eaux et des forêts en 1941, qui va publier un article dans le numéro 2 sur la végétation des Antilles françaises, et puis un autre dans le numéro 10 sur la dénomination générique des végétaux aux Antilles françaises. Également René Ibran. René Ibran, c'était un peintre français installé en Martinique, marié avec une Martiniquaise, qui était donc professeur de peinture, et qui écrit dans l'un des numéros un article qui s'intitule « Le problème de l'art à la Martinique ». Et puis un autre professeur, Nonon, son nom de famille c'était Nonon, qui était professeur d'histoire au lycée Schœlcher et qui a publié dans le numéro 10 un article sur la faune précolombienne des Antilles françaises. Ceci donc témoigne d'une évidente diversité. Et puis également, parmi les collaborateurs, également donc parmi les collaborateurs, eh bien trois jeunes gens, Armand Nicolas, Stéphane Jean-Alexis et Franck Laurentine. Donc pour dire les choses très vite, c'était deux élèves qui venaient d'obtenir leur bac, et qui, ne pouvant se rendre dans une université en France en raison du blocus, à la fois du blocus américain dans un endroit et du blocus allemand dans un autre endroit, donc ont dû rester en Martinique, et le rectorat de l'époque a ouvert une classe préparatoire pour 5 de ces élèves qui avaient passé leur bac en littérature. Et donc Césaire les a poussés, c'est vraiment le mot, les a poussés à écrire un article dans cette revue. Bien, alors, je passe directement à la conclusion, hein. On ne va pas empiéter sur le temps. La revue est interdite. À un moment donné, la revue est interdite par ce lieutenant de vaisseau Bayle, parce qu'il finit par comprendre que derrière tous ces propos, il y a une intention subversive.
Donc la revue est interdite, il y a des propos qui sont échangés entre le lieutenant de vaisseau et l'équipe de Tropique, qui sont des échanges très vifs, idéologiquement vifs également. L'un défend l'idéologie vichiste et les autres une pensée de liberté. Et l'amiral Robert finit par être destitué, il est renversé par une partie de l'armée et il part de la Martinique et il est remplacé par un autre gouverneur qui lui est un gouverneur de la France libre. Et donc Tropique reparaît pour 3 numéros et cesse ses activités en 1945 et donc j'en viens à ma conclusion. Donc, en 1945, Tropique cesse de paraître, alors que maintenant c'est une revue légale. Mais le combat culturel va laisser place au combat politique. Plusieurs membres de Tropique étaient déjà membres du Parti communiste. J'ai cité René Ménil, Gracian. Ils vont être rejoints ensuite en 1945 par Aimé Césaire, par Aristide Mauger, qui vont adhérer à leur tour. Et l'un va devenir maire d'une commune de Martinique, tandis que Césaire va devenir à la fois maire et député. Et ainsi se poursuit ce combat qui se transforme du combat culturel au combat politique. Voilà, merci. Merci beaucoup Dominique et désolé d'avoir un peu montré la montre. C'est normal, c'est le jeu. Ouais, voilà, c'est un colloque. Moi, je vais profiter de ma position de modératrice pour poser une première question. Parce que je trouve ce qui est très, très intéressant dans la manière comment, à différents moments de la revue, apparaît notamment, alors justement, cette question de la culture, et où on va voir que d'un côté, Césaire parle, alors d'un côté on sent bien les urgences, parce que le fait de dire on utilise le culturel comme un espace possible de discussion au moment où une discussion plus ouvertement politique n'est pas possible, dans les conditions répressives vichistes, et puis cette discussion-là cède la place à un positionnement dans un sens plus restreint, je dirais, politique, que la discussion qui est menée dans la revue juste avant, ce qui ne veut pas du tout dire que le débat culturel n'est pas politique en soi. Alors du coup, il y a quelque chose dans la présence de cette discussion et dans la manière comment Tropique, résultant ou étant à l'interface entre des étudiants qui se sont retrouvés en métropole à un moment donné, qui se placent aussi dans des échanges transnationaux avec la Harlem Renaissance dont on a peu parlé parce que vous n'avez pas eu le temps, mais il y a toute cette présence de l'écriture noire américaine à ce moment-là qui nourrit aussi la revue et qui en même temps cherche un souci d'une identité culturelle locale qui est enrichie, complexifiée par toutes ces conversations qui sont déjà en cours. Et c'est ça ce qui me semble extrêmement important dans cette revue, cette négociation sur beaucoup de niveaux différents d'un discours qui est constamment en train de se déplacer en opérant avec des proches qui sont géographiquement proches, mais qui sont aussi des alliés par choix, et qui permettent de créer un objet aussi précaire que combatif à un moment où ceci semble à peu près peu probable. Oui, alors vos remarques sont tout à fait pertinentes. Ce qui serait intéressant peut-être, c'est de profiter de cet espace de parole que vous m'accordez pour parler peut-être de ce qui précède et de ce qui rend possible Tropique. La plupart des étudiants antillais font des études à Paris. L'un des premiers, du moins dans le groupe, c'est René Ménil. René Ménil se trouve à Paris en 1931 avec 6 autres étudiants martiniquais. Ils sont tous les 7 totalement dans la mouvance et dans la passion du surréalisme. Il rencontre André Breton,
il fonde une revue qui aura un numéro unique qui s'appelle Légitime Défense. C'est un hommage à un poème d'André Breton qui s'appelait avec le même titre. Donc ils ont déjà l'expérience de la revue. Césaire, lorsqu'il est en France, il participe activement également à la création d'une revue qui est l'Étudiant Noir. Il fréquente non pas les milieux surréalistes comme René Ménil, mais il fréquente les milieux africains, par l'intermédiaire de Léopold Sédar Senghor. Ce qui fait que, et puis n'oublions pas que les années 30, il y a une très très forte tradition des revues en France, qu'il s'agisse de revues culturelles ou de revues politiques. Donc lorsque Aimé Césaire retourne à la Martinique, son projet, c'est de créer quelque chose à la Martinique. Et l'idée de la revue, évidemment, est une idée qui lui trotte dans la tête, mais la question, c'est comment, effectivement, mettre en place, concrètement, dans le contexte qui est le contexte que je viens de décrire, une revue dont, évidemment, l'ambition est d'introduire, parce que, je crois que c'est Césaire qui dit, un peuple sans culture est un peuple qui n'existe pas. Donc il est absolument conscient que la dimension culturelle est inséparable de la dimension politique et inversement. Donc l'idée, c'est de tenter de créer une revue avec les moyens du bord, dans le contexte que je viens d'évoquer, avec pour projet l'émancipation. C'est un projet qu'ils ont en commun, André Breton et Aimé Césaire, c'est l'émancipation de l'homme. Donc la revue, à mots couverts, travaille les mentalités, tente de travailler les mentalités d'un petit lectorat, parce qu'il faut quand même rétablir la réalité des choses, chez un petit lectorat, mais de susciter l'éveil des consciences, la prise en compte d'un environnement à la fois géologique, enfin bon, tout l'espace caribéen qui permet de s'ancrer dans un espace, dans un territoire, et d'envisager le futur à partir de son espace. Merci, ça marche. Merci beaucoup pour cette intervention très très intéressante. Je m'intéresse en fait à la question peut-être haïtienne. Césaire et Haïti, c'est une longue histoire. Mais je pensais plutôt à la revue Les Griots en Haïti des années 1939-40 qui propose une idée de la culture complètement différente, c'est-à-dire c'est une culture plutôt, comment dirais-je, de droite. Et je pose la question, ou je propose l'idée de comparer les deux, juste parce que je veux savoir si Césaire avait en tête, en fait, les autres possibilités d'indépendance ou de proposer la culture qui n'était pas communiste ou de gauche. En fait, est-ce qu'il pensait peut-être à Haïti en envisageant en fait ses luttes contre le régime de Vichy. En fait, c'est mal formé comme question, mais quand même, je sais pas. Bien, alors je connais pas la revue à laquelle vous faites référence. Simplement, je suis pas certain que Césaire ait été en contact avec Haïti à cette époque-là. Il va être en contact avec Haïti grâce à Pierre Mabille, qui entre-temps est devenu conseiller culturel à Port-au-Prince, qui invite Césaire à faire une série de conférences en Haïti. Et ensuite, il invitera Wilfredo Lam et André Breton. Donc j'ignore totalement si Césaire avait connaissance de cette revue que vous évoquez. Quoi qu'il en soit, le contexte dans lequel Césaire évolue, c'est vraiment un contexte de gauche. Franc-maçon, communiste,
il baigne dans ce contexte. Les gens se rencontrent, les gens discutent, ce sont des collègues, parfois ce sont des amis, ce sont des gens de la famille. Donc il est dans ce contexte-là. En revanche, peut-être pour faire référence à un périodique haïtien, on pourrait faire référence à La Ruche, qui était un journal auquel a participé René Depestre, par exemple, et qui a joué un rôle immense dans l'insurrection, la révolution haïtienne de 1946, si mes souvenirs sont bons. Révolution à laquelle, d'ailleurs, André Breton n'est pas innocent. Je voulais juste apporter une petite information concernant Légitime Défense et René Ménil et ce qui a été dit par Anne Lafont ce matin et la journée Édouard Glissant. Cette journée Édouard Glissant à l'INHA n'a pu avoir lieu que parce que Alain Ménil, neveu de René Ménil, était la personne qui coordonnait scientifiquement cette journée. Donc le lien, je veux quand même le faire entre René Ménil, Alain Ménil et Édouard Glissant. Voilà, ça c'était important de rendre hommage à Alain Ménil qui nous a quittés l'année dernière et qui a laissé ce volume extraordinaire intitulé Les voies de la créolisation. Voilà, je tenais à le rappeler. Et ce que vous avez dit concernant Césaire m'a fait penser à une chose qu'avait dite John Maxwell Coetzee, la rare fois où en France il est venu prendre la parole, sur les bienfaits de la censure. Il raconte qu'à la toute fin de l'apartheid, 1994, il s'autorise à aller voir son censeur et à aller lire ce qui a été écrit sur ses livres. Et c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que il lit que En attendant les barbares est un livre qui ne parle aucunement de l'Afrique du Sud. Et donc, il peut être imprimé. Voilà. Et lui-même disait, c'était aussi les bienfaits de la censure. Il fallait inventer avec cette police quelque chose d'un point de vue formel et narratif qui puisse leur échapper. Voilà, c'était juste s'il y a d'autres questions. On pourrait créer un parallèle lointain, mais il en va de même pour la littérature utopiste. Si la littérature utopiste a pu être publiée, c'est que personne n'a jamais suspecté qu'il s'agissait d'une critique du pouvoir qui était en place.